Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous ce matin. Je suis Samuel Sivy, je suis responsable des études et des affaires internationales de l'Institut des Actuaires et je suis vraiment heureux de vous accueillir pour cette première session de la première édition de notre 100% durabilité. J'aurai l'honneur d'animer ces échanges aux côtés de Stella Jovet, qui est cofondatrice et présidente d'Oracle Weather et administratrice de l'Institut des Actuaires. Cette table ronde est organisée par le groupe de travail Anticipant un univers incertain, qui est piloté par Florence Picard et Nicolas Maresco. Ce groupe de travail, qui a été lancé il y a maintenant presque 2 ans, enfin plus de 2 ans, pardon, a pour objectif d'anticiper les impacts du nouveau monde sur le métier d'actuaire. Il s'intéresse entre autres aux méthodes d'évaluation des risques, aux questions de partage des risques, d'assurabilité, aux nouvelles mutualisations dans le temps, mais aussi aux nouvelles technologies, donc des sujets très vastes. Et d'ailleurs, il y a, je crois, 3 ou 4 ateliers organisés par ce groupe aujourd'hui. Stella, si tu veux présenter nos intervenants de Renault. Merci Samuel. Donc, avant de commencer cette table ronde, je vais vous présenter nos 2 intervenants. Donc, notre premier intervenant est Thierry Langrenet, qui se joint à nous à distance aujourd'hui. Thierry, vous êtes diplômé de l'école polytechnique et vous êtes actuaire certifié. Vous commencez votre carrière au sein du groupe UAP, qui deviendra par la suite le groupe AXA. Vous y développez les entités régionales, puis vous prenez la direction de la stratégie et de la planification au niveau mondial. En 2006, vous rejoignez le groupe Crédit Agricole, qui cherche alors à développer son activité de banque assurance à l'international. En 2010, vous prenez la direction générale de Pacifica. En 2021, vous choisissez de quitter vos fonctions pour créer une ONG environnementale au service du climat qui s'appelle les Ateliers du Futur. Et enfin, en 2024, vous êtes missionné par le gouvernement et vous publiez le désormais célèbre rapport Langrenet. Notre deuxième intervenant est Antoine Quentin. Antoine, vous êtes diplômé de l'Institut national agronomique Paris-Grignon. Vous êtes titulaire d'un DEA de modélisation statistique et membre de l'Institut des Actuaires. Vous commencez votre carrière chez Groupama, puis chez un éditeur de logiciels, avant de rejoindre le groupe CCR en 2004. Chez CCR, vous développez la modélisation des catastrophes naturelles. Vous devenez ensuite directeur des études techniques, en charge notamment de la modélisation, de l'actuariat et des partenariats scientifiques. Depuis 2015, vous êtes directeur adjoint des réassurances et fonds publics et également membre du comité exécutif de CCR. Votre direction a en charge la réassurance des risques extrêmes, en particulier les catastrophes naturelles, ainsi que la gestion des fonds publics. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent pour cette table ronde. Notre sujet aujourd'hui est rapport Langrenet, partage du risque entre mutualisation et solidarité. Donc pour commencer cette table ronde, je vais me tourner vers vous, Antoine, pour aborder le sujet du régime CatNat. Le régime CatNat a été créé il y a plus de 40 ans et est un pilier essentiel pour garantir la couverture face aux catastrophes naturelles en France. Antoine, au sein de la CCR, vous êtes au cœur de ce dispositif. Pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne le régime CatNat et quelles sont ses spécificités ? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc peut-être pour rappeler, déjà face aux catastrophes naturelles, il y a plusieurs modèles possibles. Il y a des modèles 100% privés, il y a des modèles 100% publics. Et la France a fait le choix de mettre en place un partenariat public-privé, donc qui s'appuie à la fois sur les assureurs qui vont délivrer la garantie et gérer les sinistres, et puis un régime fortement encadré par l'État, donc qui va fixer beaucoup de choses, notamment on en parlera plus tard, la tarification, et qui va aussi apporter sa garantie à la Caisse centrale de réassurance, sa garantie illimitée, pour que CCR puisse proposer des couvertures de réassurance. Ce régime il repose sur 3 grands principes. Un principe de solidarité, avec une sorte de péréquation des zones peu exposées vers les zones les plus exposées. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Ça se traduit dans la pratique par l'application d'un taux de surprime unique pour l'ensemble des assurés, que vous soyez loin de la rivière au 5e étage ou en bord de rivière, en bord de mer, vous voyez appliquer un même taux de surprime aujourd'hui de 12% et qui changera au 1er janvier. Donc ça, c'est le principe de solidarité. Le deuxième grand principe, c'est celui de responsabilité, dont
peut-être qu'on en a moins conscience quand on parle de ce régime. On insiste beaucoup sur la solidarité, mais c'est que dès 1982, il y a un lien très fort qui a été fait entre indemnisation et prévention dans les textes du Code des assurances. On parle de prévention, et c'est la même loi en 1982 qui a créé le régime CatNat et qui a aussi créé à l'époque ce qui s'appelait les plans d'exposition au risque et ce qu'on appelle maintenant les plans de prévention des risques. Donc il y avait un lien déjà très fort dès le début, même si, on en parlera sans doute plus tard, il y a besoin sans doute de le rendre plus opérationnel à l'avenir. Et puis le troisième grand principe, c'est le principe d'équité, c'est-à-dire que tous les assurés se voient appliquer les mêmes critères de reconnaissance. Contrairement à de l'assurance classique, pour qu'un sinistre soit indemnisé, il faut qu'il y ait une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. En assurance classique, l'événement couvert, il est défini au contrat. Là, il n'est pas défini au contrat, il est reconnu par un arrêté de catastrophe naturelle. Et ce principe d'équité, il se traduit par le fait que ce sont les mêmes critères qui s'appliquent France entière pour l'ensemble des communes et donc par conséquent pour l'ensemble des assurés. Voilà en quelques mots les grands principes du régime. Merci Antoine pour ces éclairages sur le fonctionnement du régime CatNat. Donc dans ce contexte, il est intéressant de s'intéresser au rapport Langreney. Donc, le rapport Langreney a marqué une étape importante dans les réflexions sur l'avenir du régime CatNat, en donnant notamment des leviers pour renforcer la pérennité du régime et son efficacité dans un contexte de risque climatique croissant. Donc Antoine, je me tourne vers vous pour comprendre ce qui a été retenu concrètement du rapport Langreney à ce stade. Quelles initiatives et quelles mesures ont été mises en œuvre pour préserver le régime CatNat et également pour préserver l'assurabilité en France? Quels sont les nouveaux mécanismes d'incitation? Alors, déjà en introduction, et c'est pas parce que Thierry participe à la table ronde, ce rapport est un très bon rapport qui a permis vraiment de poser beaucoup de choses sur la table. Alors peut-être, pour faire simple, on peut décomposer deux types de mesures. Il y avait des mesures de court terme, et il y en a une qui a déjà été mise en œuvre, et d'ailleurs elle a été mise en œuvre avant même que le rapport soit rendu public. Donc c'était de mémoire le 28 décembre, c'est la hausse du taux de surprime, donc pour lequel on avait alerté déjà depuis certaines années au sein de CCR, et qui était indispensable pour que le régime retrouve un équilibre, et que CCR, qui a un rôle d'amortisseur entre le marché et l'État, puisse vraiment jouer pleinement ce rôle d'amortisseur. Donc la surprime CatNat va passer de 12% à 20% au 1er janvier. Ça, c'est pour les contrats MRH, pour les contrats multirisques professionnels. Elle va passer de 6% à 9% pour l'automobile. Et donc, finalement, cette décision ne nécessitait, entre guillemets, qu'un arrêté du ministre de l'économie et des finances qui a été pris en fin d'année dernière. Et donc ça, c'est un point essentiel. Alors, dans l'idéal, il aurait même fallu que cette mesure ait été prise un peu plus tôt, mais bon, elle est prise. Et en fait, effectivement, il y a un impact sur le pouvoir d'achat, donc c'est pour ça sans doute que ça a un petit peu traîné, mais c'est un point essentiel pour retrouver un équilibre, comme je le disais, et aussi freiner les mécanismes de modulation tarifaire et de sélection des risques, qui était un peu un angle mort. C'est sûr que si vous avez un régime structurellement déficitaire, les assureurs vont être tentés de sélectionner les risques ou de jouer sur la prime de base. Donc ça, cette décision est prise et c'est une bonne décision. On en parlera sans doute plus tard. Il faudra sans doute continuer à augmenter cette surprime à la hausse, et on espère qu'on n'attendra pas 25 ans pour le faire, mais c'était un point clé. Puis après, il y avait d'autres types de mesures, plus de moyen terme, donc, dont un certain nombre sont encore de cours de discussion, mais je peux citer deux mesures qui sont déjà mises en œuvre. Donc il y a eu des ajustements des mécanismes de dotation à la provision pour égalisation. Donc, je parle de ça parce que je sais que je suis dans un public averti. Quand c'est des conférences un peu plus grand public, je ne parle pas de provision d'égalisation, mais donc il y a plusieurs décrets qui sont sortis. Bon, il reste donc ce qui relève du réglementaire a été pris. Il y a certaines évolutions qui nécessiteraient de passer par une loi de finances, donc ça, à ce stade, c'est pas pris. Mais ça, c'est une bonne chose. Là aussi, ça va permettre d'accélérer la reconstitution de réserves pour faire face à des événements extrêmes. Deuxième décision qui a été prise, c'est que CCR a été missionné par les ministres à la fois de l'économie et le ministre de l'écologie pour mettre en place un observatoire de l'assurabilité. Donc là, les travaux commencent juste, et je pense qu'on en reparlera. Mais c'était une préconisation du rapport Langreney, donc
qui démarre avec l'objectif de sortir un premier rapport au premier semestre. Et puis il y a une troisième mesure, alors qui n'est pas repris, qui est inspirée du rapport, mais qui n'est pas repris tel quel, c'est une incitation à l'assurabilité. Dans le rapport, donc la mission préconisait d'avoir recours à un mécanisme parafiscal pour inciter les assureurs à continuer à couvrir les biens situés dans les zones les plus exposées. À ce stade, ce qui a été mis en œuvre, c'est d'intégrer un mécanisme dans le mécanisme de réassurance de CCR, donc dans le mécanisme du commissionnement au titre du quote-part. Hein. Je ne rentre pas dans les détails, mais CCR intervient à la fois avec un quote-part. Donc on prend 50% des sinistres en contrepartie de 50% des primes et puis un mécanisme de stop-loss. Dans le mécanisme de quote-part, traditionnellement, il y a un mécanisme de commissionnement qui existe. Et là, on a instauré pour la première fois un mécanisme d'incitation, non seulement à ce que chaque assureur ait sa part de marché dans les zones à risque, et également un mécanisme de désincitation à se retirer massivement de ces zones exposées. Donc ça va être mis en œuvre, les discussions se poursuivent en 2025 pour une première mise en œuvre en 2026, mais donc c'est un premier effet incitatif important. Merci Antoine. Vous avez mentionné le projet de mise en place d'un observatoire de l'assurabilité. Pourriez-vous nous expliquer comment il est prévu de le faire fonctionner ? Alors, donc, comme je le disais, donc on a été missionné tout début fin juin, juste avant, je pense que c'est une des dernières mesures prises par le précédent gouvernement. Et les travaux ont démarré officiellement le 17 octobre, donc c'est quand même très récent. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment que ce travail soit fait en collaboration étroite avec les assureurs. Hein. C'est CCR qui est missionné, c'est CCR qui rendra un rapport. Mais on souhaite le faire en étroite collaboration avec les assureurs, avec le respect d'un certain nombre de contraintes. Donc il y a des contraintes juridiques, notamment le RGPD, le secret des affaires. Et l'objectif de cet observatoire, c'est d'identifier des zones tendues, donc des zones où on observe une concentration du marché de l'assurance. C'est-à-dire, aujourd'hui, en France métropolitaine, il y a à peu près 100 acteurs qui interviennent. Voir s'il n'y a pas des zones où finalement le marché se répartit plus qu'autour de 10, 5 acteurs, et où là il commence à y avoir une difficulté pour certains assurés à trouver un assureur. Donc c'est plus... après il y a des enjeux très techniques sur lesquels on est en train de discuter, des enjeux de cartographie des risques, quelle cartographie on utilise, des enjeux d'indicateurs, quel est l'indicateur pertinent pour identifier cette concentration du marché, et puis enfin des enjeux de restitution. À quelle maille géographique on va restituer, donc tout ça est en cours de discussion. Ce qui est vraiment important, c'est que l'objectif n'est pas de faire du name and shame, de dire bon ben voilà, il y a tel acteur qui se retire de telle zone. C'est vrai qu'il y a le marché de l'assurance est un marché concurrentiel libre, mais d'alerter d'alerter sur des risques de zones où pas de zones où il n'y a plus d'assureurs, mais en tout cas des zones où il y en a moins qu'ailleurs. Merci Antoine pour ces éclairages précieux sur le fonctionnement de l'Observatoire de l'assurabilité. Thierry, je me tourne maintenant vers vous. Donc vous êtes l'auteur du rapport Langrenay, et avec votre expérience et votre regard stratégique sur ces questions, j'aimerais vous donner l'opportunité de réagir aux propos d'Antoine. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Un grand merci pour votre invitation et je suis très frustré de ne pas pouvoir être avec vous étant tributaire d'une autre obligation à l'international. Alors d'abord, je voudrais rectifier une chose simple, c'est que ce n'est pas le rapport Langrenay, c'est un rapport collectif. Et je voudrais dire que Myriam et Gonéry ont été d'énormes contributeurs, bien entendu. Antoine et toutes ses équipes ont été d'énormes contributeurs et m'ont permis de passer l'été 2021, un été 2023 parmi les plus studieux de ces 10 dernières années. Plus sérieusement, donc je suis ravi d'abord que le gouvernement ait pris rapidement 4 décisions qui sont structurantes. 1, la hausse de la surprime. 2, le renforcement des réserves en déduction fiscale. 3, la nomination de la CCR avec ses 2 missions.
l'amélioration, l'affinement de la cartographie. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque sans la cartographie, rien peu sera possible derrière. Et troisièmement, bien sûr, cet observatoire de la présence des assureurs, il faut parler clairement, qui sera une forme d'incitation à la responsabilité. Je voudrais dire que parmi les autres mesures, il faut se pencher sur le PNAC. Le PNAC qui est sorti donc, il y a à peu près un mois maintenant et qui, tout au début, dans les premiers axes, reprend un certain nombre de recommandations. En premier lieu, renforcer les fonds Barnier. On a finalement 75 millions de renforcement officialisés dès 2025. C'est pour certains un verre à moitié vide, pour d'autres un verre à moitié plein. Je voudrais dire là-dessus que les assureurs n'ont pas été très vocaux pour proposer au gouvernement d'utiliser des fonds, d'un fonds Barnier bis en direction de la prévention individuelle. On y reviendra. La deuxième chose, donc, c'est une assurance pour tous avec un suivi donc, de la présence des assureurs sur le territoire. La troisième chose, c'est une cartographie améliorée qui sera publiée d'ici 2027 et encore une fois, merci à la CCR de cette contribution. Je pense qu'elle a la base de données la plus complète et les meilleures compétences pour traiter cela. En recommandation 51, je me suis très très loin, il y a un mécanisme de mobilisation des Français sur l'importance du sujet que je trouve un peu timide. En mesure 46, il y a renforcé la gouvernance de l'adaptation au changement, qui me paraît aussi un peu timide. Et en mesure 22 et 25, il y a mise à disposition des collectivités locales de dispositifs de formation sensibilisation, ce qui est indispensable. Voilà, je ne vais pas entrer dans l'inventaire à la préserve de manière détaillée, mais disons que ça bouge. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que la CCR se mobilise énormément, un grand bravo. Il faut que les assureurs, collectivement, en plus de leur mobilisation individuelle, le fassent également. Rien ne se fera sans la démonstration que les assureurs ont le vouloir faire. Voilà. Merci Thierry. On peut revenir un peu sur la création de l'Observatoire de l'assurabilité. Quelles sont vos recommandations quant à sa mise en place en accord avec les assureurs ? Alors, cet observatoire, on peut le prendre sous deux angles. L'angle du court terme, c'est-à-dire il faut que chaque client, chaque citoyen trouve un assureur sans tarder. Mais il y a aussi la dimension stratégique, qui est que si les assureurs désertent, ceux qui restent augmentent leur part de marché, donc augmentent leurs pertes. Ce qui conduit à court terme à une augmentation des tarifs de ce qui n'est pas CatNat, et à moyen terme à une fuite consécutive. Et donc, cette cartographie, ce suivi, est réellement très important pour la viabilité même du régime. Car s'il y a désertification de l'assurance, alors l'État devra frapper un grand coup sur la table. Et je pense qu'il n'aura d'autre choix à ce moment-là que de socialiser ce risque, c'est-à-dire de faire une sécurité sociale de l'assurance des catastrophes naturelles, à l'instar de ce qui se passe en Espagne, pour simplifier. Merci. Donc ça c'est, excusez-moi, ça c'est une première remarque. Donc la première recommandation c'est la rapidité, la deuxième c'est la transparence. Oui, il y a le secret des affaires, mais il faut qu'il y ait les moyens, justement pour traiter ce risque stratégique que j'évoquais à l'instant, d'établir ce qu'on a appelé dans le rapport un dialogue de responsabilité sociétale des assureurs. Comme l'a dit Antoine, on était dans une situation de déficit. Et donc, on obligeait les assureurs à vendre à perte. Ce qui est
insupportable. D'où la justification des mesures de protection, surtout pour les assureurs qui étaient surreprésentés, qui sont surreprésentés dans les zones rouges. Les zones rouges sont des zones volontairement à perte. Donc l'État assume une situation de perte sur ces zones rouges, amenant en contrepartie des foyers de profit qui rééquilibrent, bien sûr, dans les zones vertes. À partir du moment où le régime redevient globalement équilibré, cette responsabilité sociétale redevient une priorité. Et donc il faut que la transparence permette de nouer ce dialogue de responsabilité sociétale sous l'égide, évidemment, de la direction de l'assurance au Trésor. Merci. Et dans l'état actuel du dispositif, quelles sont vos recommandations aux assureurs pour mieux accompagner et renforcer la résilience des Français? Et surtout, quel rôle pour nous, les actuaires? Alors, accompagner et renforcer la résilience, ce sont trois grandes dimensions que l'on a voulu traiter dans notre rapport sous la forme de trois chapitres. Le premier chapitre, c'est faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Ça paraît un peu éloigné, mais c'est la mère de bataille. Et c'est en baissant les émissions que l'on baisse la puissance de l'atmosphère qui se traduit par des impacts extrêmes liés aux événements naturels de plus en plus monstrueux, si je puis dire. Je ne sais pas si vous avez noté, mais à Valence, en 24 heures, il a plu l'équivalent de 3 ans de pluie lors des journées horribilis que nous avons connues le mois passé. 3 ans de pluie en 24 heures. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué également, mais les États-Unis, en Floride, exactement, studio de résidence du nouveau président climato-sceptique des États-Unis, il y a eu 2 épisodes que les climatologues qualifient de millénaires. Le mois dernier, ou il y a 2 mois, à 2 semaines d'intervalle. Et ces inondations de fréquence soi-disant millénaires étaient associées l'une à un cyclone, parce que les vents avaient atteint la force requise pour la qualification de cyclone, l'autre sans cyclone. Et tout ça, bien sûr, du fait du réchauffement du golfe du Mexique qui a généré cette énorme humidité dans l'atmosphère. Donc, et cela, bien sûr, étant lié au réchauffement de l'atmosphère, qui ferait plus d'évaporation, plus de stockage de l'humidité dans l'atmosphère, etc. Donc la lutte contre les émissions est un élément essentiel. Que peuvent faire les actuaires dans ce domaine? Traiter la partie sinistre. Car les sinistres des assureurs emportent des volumes d'émissions absolument colossaux. Et aujourd'hui, ça n'est pas mesuré, ça n'est pas suivi, ça n'est pas managé, ça n'est pas maîtrisé. Donc, les émissions liées au sinistre sont une nouvelle frontière des assureurs et une nouvelle frontière des actuaires. Les actuaires sont extrêmement précieux dans ce domaine, car la culture de la mesure, elle est dans votre ADN, dans notre ADN. Or, il faut intégrer cette culture pour la mesure et la maîtrise des émissions. Deuxième domaine de recommandation pour accompagner les Français, évidemment l'assurance. Et troisième domaine, évidemment, la prévention. Sur l'assurance, je voudrais tout simplement proposer la recommandation suivante, c'est sachez où mettre votre intelligence et sachez où vous retenir. Lorsque le marché est libre, libéral, hyper concurrentiel, il faut évidemment utiliser vos meilleurs outils et votre meilleure science pour identifier le coût du risque, le pricer correctement de manière à être le plus compétitif possible
sur chacun des sous-segments et des mailles du tarif. Aujourd'hui, 80% de la prime est dans ce contexte, dans ce mood, puisque la prime CatNat ne va représenter que 20%. Mais par contre, les 20%, sachons ne pas être intelligents, sachons refuser de mettre les mêmes outils au service de la tarification, parce que c'est une atteinte grave aux règles du jeu du régime CatNat qui ne peut être que solidaire. Parce que, encore une fois, la société a voulu qu'il y ait des zones de perte et des zones de profit et que les deux se compensent. Si on joue à compenser les pertes des zones de perte par des profits sur les autres risques de la même zone, du même contrat, on dévie, on dévoie la finalité du jeu que vous qualifiez tout à l'heure de partenariat public-privé. Donc, cette espèce de danse entre le public et le privé, il faut qu'elle soit respectueuse des valeurs de chacun. Il y a la valeur concurrence et pricing personnalisé, et il y a la valeur solidarité et donc tarif uniforme. Donc le rôle des actuels, il est à la fois technique et éthique. Et on sait bien qu'il y a une charte éthique essentielle des actuels. Et bien dans la charte éthique, il devrait y avoir le respect du principe de solidarité et du principe de neutralité du prix sur les tarifs du régime CatNat pour la part qui les concerne. Et puis dans le domaine de la prévention, les actuaires ont évidemment l'intelligence de la géographie et donc l'intelligence de la cartographie, des cartographies. Et je me réjouis que la CCR investisse encore plus dans ce domaine. Je pense que les assureurs devraient volontairement alimenter la CCR avec leurs idées, leurs modèles, leurs résultats, et que les actuaires, évidemment, devraient donner ce renfort et ce coup de main. Encore une fois, il s'agit d'évaluer le risque, mais pas pour le tarifer, pour prioriser les efforts de prévention et les moyens alloués à la prévention en intégrant bien sûr les deux domaines, les deux jambes, la jambe collective, qui est le rôle des mairies, des départements, des syndicats de communes, etc., et le rôle individuel, de manière à nourrir la gouvernance nationale de la prévention et de manière à nourrir les structures de sensibilisation de proximité à la prévention pour les Français sur tous les territoires en France. Nous avons, il y a 9 mois, déposé un rapport avec une incitation à créer la petite sœur de la prévention routière, cette association qui a synonymiquement contribué à la baisse des accidents de la route. Il faut vraiment que les assureurs s'emparent de cette opportunité qui est gagnante-gagnante. Gagnante pour les clients, gagnante pour leur image et bien sûr gagnante pour leurs résultats, et qui est surtout stratégiquement essentielle pour la durabilité économique de ce régime. Et s'il n'y a pas de durabilité économique, s'il n'y a pas d'équilibrage possible par une prime acceptable par les clients, c'est la deuxième menace qui pèse sur le régime en termes de socialisation du risque. Parce que le jour où ça deviendra inacceptable pour les Français demanderont encore une fois que ce soit une sécurité sociale bis, parce que, avec des financements d'État, tous les sujets budgétaires que l'on peut imaginer. Donc le rôle des actuaires est de contribuer à la prévention et à la création, la structuration d'une gouvernance et d'une priorisation des actions de prévention à la fois globalement
et côté ministère et collectivité, et à la fois au niveau local, me semble-t-il. Merci, c'était très riche. Une dernière question avant qu'on passe rapidement à la conclusion. Comment voyez-vous l'évolution du modèle des entreprises d'assurance et les principaux défis à relever et leviers à activer? Tout à l'heure, Antoine a dit qu'il y avait de la responsabilisation dans le régime CatNat. C'est vrai, il y a une responsabilisation collective à travers l'incitation à la prévention des communes, des collectivités locales, mais nous sommes faibles. Nous ne sommes pas au niveau des enjeux pour ce qui concerne la prévention. Les États-Unis et tous les États qui vivent de manière dramatique des événements naturels à répétition ont, pour la plupart, encore gardé un système libéral qui, pour moi, est le Jurassic Park de l'assurance des événements naturels. Il faut rendre hommage, néanmoins, au pouvoir responsabilisant de ces régimes libéraux. Tout simplement parce que sans prévention, il n'y a pas d'acceptation et de tarifs acceptables possibles. Il nous faut donc changer de braquet. Et pour changer de braquet, encore une fois, le jeu collectif s'impose. Le jeu collectif État-collectivité locale d'une part, assureurs clients en proximité d'autre part. En entreprise, pour un assureur, le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que faire déplacer un souscripteur, émettre un rapport de visite et suivre la mise en œuvre par l'entreprise des préconisations, c'est rentable. Parce que la prime est importante, le client appréciera et aura une forme de fidélité qui rend l'investissement potentiellement rentable. En particulier, ça ne l'est pas du tout. On est bien d'accord. La fidélité des particuliers est fragile. La loi Hamon l'a renforcée et donc le RE est très incertain. Donc il faut une action de place. Il faut que, quel que soit le client, ou même, je dirais, le prospect, sur tous les territoires exposés, je pense surtout aux zones rouges, il y ait une culture de la prévention en proximité qui s'installe pour, encore une fois, le bien des clients et surtout le bien des assureurs à court terme en termes de retour financier et à moyen terme en termes d'image. Donc, pour moi, le département prévention sur l'aspect risque climatique est un nouveau gagnant, ça devrait être une star émergente, si je puis dire, de la stratégie, de la politique des compagnies. La difficulté, bien sûr, c'est que les compagnies, dans ce cadre, doivent travailler à moitié pour le bien public, à moitié pour leur portefeuille. Mais néanmoins, je pense, et pour l'avoir vécu, puisque chez Pacifica, on a mis en œuvre un département de prévention et on a lancé des programmes à la fois d'événements didactiques et conviviaux, à la fois une prévention au fil de l'eau, et l'effet fidélisant et l'effet bénéfique en termes d'image était unique. On avait les plus beaux résultats sur cet axe. Donc il faut que il faut que la collectivité des forêts s'investisse pour son intérêt à court terme et pour la pérennité du régime à moyen terme. Merci. Alors, on va passer rapidement à la conclusion pour pouvoir prendre une ou deux questions du public. Antoine, d'un mot, votre recommandation pour les actuaires? Alors, recommandation. En tout cas, je pense que les actuaires ont vraiment, ça rejoindra, je pense, fortement ce que vient de dire Thierry,
ils ont une responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils sont au cœur de la connaissance des risques, de la quantification des risques, même si sur ces sujets de catastrophes naturelles, il faut faire appel à de la pluridisciplinarité, à des climatologues, des géologues, et on travaille beaucoup dans cette optique à la CCR, mais l'actuaire qui est souvent en bout de chaîne pour traduire un aléa en montant financier, il a une responsabilité particulière. Peut-être deux warnings qui sont c'est beaucoup d'humilité sur les modèles parce qu'il y a de très très fortes incertitudes, et c'est vrai qu'on est dans un climat qui change, et donc voilà, trop se baser sur ce qu'on a observé dans le passé pour projeter l'avenir, attention, triplement attention peut-être. Donc vraiment bien avoir conscience des incertitudes, et on voit à chaque nouvel événement naturel, finalement on apprend quelque chose, il y avait des choses non prévues. Donc ça c'est vraiment très important. Et la deuxième chose en termes de responsabilité, c'est effectivement, dit différemment, mais ce que disait Thierry, c'est que attention à l'hypersegmentation. C'est-à-dire que je pense que c'est nécessaire que les assureurs connaissent les risques qu'ils couvrent, qu'ils les appréhendent de mieux en mieux, mais effectivement, c'est très facile de dire là, je vais exploiter ces outils pour effectivement faire payer moins cher dans la zone peu exposée et beaucoup plus cher, mais très rapidement, si on rentre dans cette logique de segmentation, on voit qu'on aboutit à un tarif totalement prohibitif dans les zones exposées, et donc c'est vraiment cette responsabilité de dire ne pas mettre le doigt là-dedans, parce qu'au final, peut-être qu'à court terme c'est très rentable, mais à court terme ça sera un peu la fin de ce système, et l'État effectivement, comme le disait Thierry, reprendra la main avec on ne sait pas sous quelle forme. Thierry, vous avez déjà parlé de la responsabilité éthique et du respect de la neutralité des prix pour les actuaires. Une autre recommandation pour nous? Oui, vous savez que le sujet qui me tient le plus à cœur, c'est ce que j'appelais la mère des batailles tout à l'heure. À l'occasion de la COP29, le Global Carbon Project a sorti son rapport sur les émissions 2024, et au lieu de baisser au niveau mondial de 5%, je parle des émissions de CO2, elles ont augmenté de 2%. Donc on est dans une situation critique, et il faut que tous les acteurs qui ont une contribution possible sur ce sujet se mobilisent à un niveau inédit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les actuaires et les compagnies d'assurance ont à leur main non seulement une contribution à travers leurs actifs, mais également une contribution à travers leurs sinistres. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce que représentent purement et simplement les émissions liées aux sinistres, parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir au sujet, qui est pourtant simple. Or, le premier assureur qui a fait cet exercice et qui l'a publié, qui est un assureur finlandais, a identifié des émissions sinistres qui dépassent les émissions carbone de ses actifs. Donc ça n'est pas un petit sujet. Donc, ma recommandation, c'est investissez ce sujet fortement et très vite dans le domaine des sinistres. Je parle donc de l'actuariat des émissions. Et je pense qu'un jour, comme les banques, les assureurs introduiront un coût du carbone dans leur charge de sinistre et donc dans leurs tarifs. Voilà pour ce qui est l'aspect lutte contre les émissions. Et enfin, du côté de la prévention, je redis que les actuaires peuvent collectivement, et l'Institut des actuaires peut être un très bon endroit pour cela, bâtir des structures, des approches permettant de favoriser la priorisation de la prévention par zone géographique et par domaine, de manière à accélérer à la fois les efforts de prévention collective, gouvernement et collectivités locales, et à la fois les efforts en proximité
que pourront, j'espère, mener les assureurs collectivement avec les collectivités auprès des assurés et des citoyens. Merci. On a le temps pour une question et demie, Richard, sous l'œil réprobateur de Richard. Florence. Merci beaucoup. Dans l'orientation vertueuse qui est proposée aux assureurs et qui est indispensable, effectivement, comment faire dans un monde de FIDA ? Je crois que vous en aviez parlé dans votre rapport, non, Thierry. Et comment concilier l'incitation au tarif le plus bas que donne FIDA et la solidarité imposée par les circonstances. Et donc, nous, on réfléchit un petit peu on commence à essayer de structurer comment on peut expliquer les 20%, comment on peut justifier les 20% par la solidarité avec les différents critères de solidarité. Mais c'est très ambitieux. Et avec FIDA, on se demande si on a une chance. Alors, si je peux répondre, effectivement, FIDA est toxique. On l'a écrit très tôt dans le rapport. Par la suite, j'ai eu l'occasion d'interagir à plusieurs reprises avec l'EIOPA, à qui j'ai simplement expliqué qu'ils poursuivaient des objectifs complètement contradictoires. En Europe, les événements naturels sont inassurés à hauteur de 60 à 80% selon les années, les pays, les domaines. Et en même temps, ils veulent renforcer la transparence et la discrimination qui va évidemment renchérir les prix sur les zones exposées et donc augmenter la non-assurance. La percolation est lente, pour tout vous dire. Et puis, si vous suivez les ateliers du futur et moi-même sur LinkedIn, vous avez vu que devant cette menace d'accélération avec la présidence hongroise, j'ai pris la plume et j'ai écrit à la Commission, au nouveau président du Conseil européen également, à l'EIOPA et à la terre entière pour leur dire exactement ça. Je ne sais absolument pas ce que ça produira, mais je suis comme vous convaincu qu'il faut faire comprendre, prendre conscience de l'incompatibilité entre une trop grande discrimination par la donnée des événements climatiques extrêmes et la solidarité. C'est stupide, voilà, c'est stupide, et il faut que les gens prennent conscience. Parfois, malheureusement, ce ne sont pas les mêmes départements dans les équipes, de superviseurs ou de la commission, et donc il faut que les gens se parlent. Donc, en frappant la tête, j'espère que les gens vont se parler un peu plus. Et complètement d'accord avec vous. Antoine, vous voulez réagir à cette question ? Je suis très en phase là-dessus. Effectivement, je crois d'ailleurs qu'il y a eu des initiatives aussi via France Assureur pour alerter sur ce risque. Hein. Si on rend la donnée très détaillée, individuelle, accessible largement, le risque, c'est l'hypersegmentation que je mentionnais tout à l'heure. Bon, on a commencé avec 3 minutes de retard, on va finir avec 3 minutes de retard. Donc un grand merci Antoine, Thierry et Stella, et merci à tous.